Alors, puis-je supposer que vous avez dans l'esprit le tableau et la classification de Peirce. Le tableau qui réunit à la fois les classes d'images et les classes de signes. Puis-je supposer? Bon. Supposons-le. Bon. Vous vous le rappelez? Ah bon. Oui, est-ce que vous avez bien révisé votre tableau de Peirce pendant les vacances? Ça peut pas bien un 0 dans le 3, on n'a pas su. Alors maintenant, nous passons à un essai, puisque nous avons vu que ce tableau, à la fois, nous enthousiasmait, mais nous troublait beaucoup. Et que nous étions à la recherche d'un autre tableau. Or, d'après tout ce qu'on a vu là pendant ce premier trimestre, on peut esquisser, et puis aujourd'hui on va mettre en place ce tableau avec les règles que je proposais, qu'il nous arrivera parfois d'avoir besoin, tant il est riche en création de mots, d'avoir besoin d'un mot de Peirce. Mais il arrivera également que ce mot de Peirce nous sera amené à nous en servir dans un autre sens. Bien entendu, il n'y a aucune prétention à avoir raison. Comme ça, c'est pour des raisons précises, pour des raisons, que nous étions à la recherche d'un autre tableau. Alors cet autre tableau, je voudrais à la fois le présenter dans son ensemble et puis le combler progressivement aujourd'hui. C'est bien que c'est un cours, une séance à la grecque, je crois que... Voilà. Là-haut, tout là-haut, j'ai ce que je peux appeler à mon choix, puisque je l'ai justifié dans tout le premier trimestre, image-mouvement, image-matière, image-lumière. Nous savons d'avance que ce n'est pas forcément le seul type d'image, mais nous partons de ce premier grand type. Et pour des raisons dont nous avons vu certaines et dont les autres nous n'avons pas vues, mais ce sera notre tâche aujourd'hui, de procéder comme ça, en revenant en arrière, en allant en avant, tout ça, nous distinguons un certain nombre d'espèces d'images-mouvements. Première espèce d'image-mouvement, c'est l'image-perception. Cela correspond à la catégorie de choses. Et pour lui donner un numéro, nous l'appelons, j'avais essayé de dire pourquoi déjà, mais on va le voir plus précisément aujourd'hui, nous l'appelons zéroïté.
Deuxième catégorie, deuxième type d'image mouvement, image affection, qui correspond cette fois-ci non plus à la chose, mais à la qualité ou à la puissance, à la qualité-puissance. Et là, nous retombons sur quelque chose que nous avons vu grâce à Peirce, c'est comme mode d'existence la priméité, ce qui est un par soi-même. Je laisse un blanc là pris par une espèce d'intuition. Et nous avons troisième espèce de l'image mouvement, nous avons l'image action, qui correspond donc aux actions, non plus aux choses ni aux qualités puissance, aux actions ou aux forces en action, et qui correspond à la secondéité de Peirce. Vous vous rappelez, tout ce qui est réel ou tout ce qui est actif est finalement un duel et se comprend sous les espèces de l'effort et de la résistance. Et puis, nous avons encore un autre type d'image que nous appelions l'image mentale et qui correspond non plus à la chose, non plus à la qualité-puissance, non plus à l'action, mais à la relation. Et nos dernières séances avaient été consacrées à l'analyse de cette notion de relation par rapport aux problèmes qu'elle posait dans le domaine des images. Et cette image mentale correspond en gros pour le moment à ce que Peirce s'appelle tiercéité, le mental ou la relation. Pourquoi, encore une fois, la relation c'est le mental? C'est parce que la relation c'est le mode sous lequel l'esprit juge bon de comparer deux choses, ou la circonstance qui fait que l'esprit compare deux choses, mais la comparaison ici est comme l'acte irréductible de l'esprit. Pourquoi un trou là? Parce que j'ai le sentiment que entre l'affection et l'action, il y a comme une espèce de passage. Vous me direz, bon, admettons, mais si vous mettez un passage là, si tu mets un passage là, il faudra en mettre partout. Bon. Ce qui me confirmerait, c'est que chez Peirce, mais vous allez voir tout de suite déjà une différence, il tient compte de ce qu'il appelle des formes dégénérées. Il nous dit il y a une secondéité dégénérée, où il y a une tiercéité dégénérée. Mais chez Peirce, dégénéré a un drôle de sens. En tout cas, n'a pas un sens physique. Ce n'est pas une transition. Qu'est-ce qu'il prouve? Il nous dit par exemple, l'exemple de secondéité. Pierre dîne chez Paul.
C'est un couple, c'est une secondéité. Un exemple de secondéité, Pierre d'Inche. Mais, comme dans la formule latine, Lucullus d'Inche Lucullus, c'est une secondéité dégénérée, nous dit Peirce. De même, lorsque une épingle lie ensemble deux papiers, je prends deux papiers et je les épingle, il nous dit ce n'est pas une vraie tiercéité, car c'est deux duos. Premier papier plus l'épingle, second papier plus l'épingle. Au point que je peux soustraire un des deux papiers sans que rien change de l'autre paire, de l'autre couple qui subsiste, premier papier, épingle. Il nous dira c'était une tiercéité dégénérée. Nous, on n'a pas tellement besoin d'une pareille conception qui est uniquement logique de la dégénérescence. On a besoin de véritables transitions, je dis. C'est-à-dire presque le contraire du dégénéré, ce qu'il faudrait appeler l'embryonné. Entre l'affection et l'action, il y a une affection dégénérée qui est en même temps une action embryonnée. Qu'est-ce que ce serait ça? Quitte à le justifier plus tard, et puis en fonction aussi pour ceux qui étaient là de ce que j'ai fait l'année dernière, c'est ce que je voudrais appeler, entre l'image affection et l'image action, l'image pulsion. Et qui renverrait non pas à des choses, non pas à des qualités de puissance, non pas à des actions, non pas à des relations, mais qui renverrait à des énergies. Là, vous avez force ou action, force en action, à des énergies, comme s'il y avait un domaine spécial de l'énergie entre les puissances et les forces. Et donc, là, ce serait de la secondéité embryonnée. Voilà. Voilà le début. Est-ce que ça s'arrête là? Aucune raison. Aucune raison que ça s'arrête là. Je remarque juste que, là je procède comme ça, j'essaie de procéder par petites touches. Je dis pour Peirce, ça s'arrête là. Il n'y a rien, il le répète 1000 fois, il n'y a rien au-delà de la tiercéité. Pourquoi? Parce que quand il y a plus que trois, en fait c'est des combinaisons de triades et de duels. Pour Peirce, la tiercéité, l'image mentale, est une véritable clôture du système de l'image. Nous, peut-être, mais même il y a 1000 choses qui nous ont déjà indiqué, sans doute pas. En tout cas, on laisse ça ouvert. C'est peut-être pas du tout, c'est pas la fin. L'image mentale, c'est pas du tout la fin. Il y a bien d'autres choses. Mais nous avons vu, et là conformément à Peirce, qu'à chaque espèce d'image correspondait, j'ai l'air de l'avoir oublié, je ne l'ai pas oublié, je le réserve. Pourquoi j'ai posé là un intermédiaire, une transition entre ceci et cela, alors qu'entre ceci et cela, il n'y a pas de transition, et entre ceci et cela, il n'y a pas de transition. C'est un problème qui nous reste. Je dis dans l'autre sens de mon tableau, j'ai les signes correspondants. Signes correspondant à chaque type d'image.
Et là, je ne reviens pas là-dessus, parce que c'était les acquis de nos dernières séances. Nous étions amenés à chercher du signe une conception tout à fait différente de celle de Peirce, qui, en tant que tel, renvoyait à un type d'image. C'est-à-dire, c'est une image telle que je puisse dire, c'est le cas de. C'est une image telle que je puisse dire, c'est le cas d'une image perception. C'est le cas d'une image affection, c'est le cas d'une image pulsion, c'est le cas d'une image action, c'est le cas d'une image mentale. Donc un signe était nécessairement une image particulière, mais en tant qu'elle renvoyait à un type d'image ou qu'elle représentait un type d'image. Encore faut-il que, pour être un signe, elle le représente d'un point de vue déterminable. Bon, d'accord. Quel est ce point de vue déterminable? Un signe, ce serait d'abord une image particulière qui représente un type d'image du point de vue de la composition. Du point de vue de la composition de ce type. Et j'ajoutais, sans pouvoir à ce moment-là le justifier pleinement, la composition d'un type d'image, c'est son caractère bipolaire. Comme si tous ces types d'images étaient bipolaires. Et sans doute, le rapport entre les deux pôles varie dans les types d'images, mais que ce soit par une distinction abstraite ou par une distinction réelle, il y a toujours moyen, ou il y aurait toujours moyen de distinguer deux pôles pour chaque type d'image, deux pôles au moins, si bien que j'aurais des signes de composition bipolaire. Ou bien une image particulière peut renvoyer à un type d'image du point de vue de la genèse de ce type ou de l'extinction de ce type. Voilà. Pour chaque type d'image, j'ai donc, d'une part, des signes de composition bipolaire, d'autre part, des signes de genèse ou d'extinction. Au minimum, par type d'image, j'aurais donc, mais loin d'enfermer, c'est pas une règle, mais j'aurais un minimum. Je ne sais pas quel sera le maximum, ce sera à votre goût. Hein. On peut toujours en faire d'autres, surtout qu'on peut toujours faire d'autres types aussi. Donc ce n'est pas une table des catégories tout à fait, ou c'est une table des catégories au choix, ouverte. Vous fabriquez autant que vous voulez. Je dis, j'aurais dans les signes de composition, j'en aurai au moins deux, suivant que l'un des deux pôles domine. Chaque signe de composition sera bipolaire, mais il y aura une prévalence d'un des deux pôles. Ça me fera deux signes de composition. Et puis,
j'aurai un signe de genèse et un signe d'extinction. Mais parfois ce sera le même. Parfois ils se confondront ou tendront à se confondre. D'autres fois ils se distingueront très fermement. Mettons une moyenne. En moyenne, j'aurai 4 signes par type d'image. Au moins. Ces 4 signes n'étant que le départ d'une liste ouverte. On pourrait chercher ici. 4 signes par type d'image, ça nous suffirait déjà. 4 signes par type d'image, ça nous fait 8, 12, 16, 20. 20 avantages très considérables sur la classification de Peirce qui en comporte beaucoup moins. Donc c'est évident que celle-ci est meilleure. Bon. Alors, bien. Voilà, on sait ce à quoi. Notre but aujourd'hui, c'est progressivement remplir tout ça. Alors j'en reviens, bon, je fais marche arrière. J'en reviens au problème, mais enfin, parce que ça doit nous tourmenter. Pourquoi avoir introduit alors qu'on en avait déjà bien assez? Un intermédiaire là, et pas entre là et là, et ni entre là et là. La réponse, elle me paraît simple. C'est que les types d'images ne sont pas du tout équivalents les uns les autres. L'image-perception, elle a un privilège, pas un privilège, c'est pas. Elle a un caractère, elle a une propriété, c'est qu'elle se continue à travers tous les autres. En effet, l'image-affection doit être perçue, l'image-action doit être perçue, l'image mentale doit être perçue. L'image-perception ne vaut pas pour elle-même, elle l'accompagne. Dès qu'elle est posée, elle accompagne tous les autres types. Dès lors, j'ai une réponse. Si l'image-perception, c'est même pour ça que l'image-perception, c'est le degré zéro, on va le voir mieux tout à l'heure, celui que Peirce a tout à fait ignoré. Et en tout cas, si on arrive à la poser, l'image-perception, il n'y a aucun lieu de chercher une transition de la perception à la fiction, puisque l'image-perception accompagne, se prolonge. Là, il faudrait avoir plusieurs dimensions pour le tableau. Elle se prolonge sous les autres types d'images. Bon, alors ça c'est réglé. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire là, c'est normal. Mais là, pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire non plus? La réponse, elle devient éclatante. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps. C'est parce que, contrairement à ce que pense Peirce, nous étions amenés à penser que l'image mentale n'est nullement une clôture. Mais que l'image mentale est tout à fait autre chose, qu'elle a une toute autre fonction, à savoir qu'elle est le lieu où l'ensemble des images mouvements va être mis en crise, c'est-à-dire elle est elle-même le passage de l'image mouvement à un autre type d'image. Je dirais autre type d'image où il est. Ça, ce n'est que le tableau des images subsumées par l'image mouvement. Il nous faudra donc un autre tableau, quand nous serons plus assurés dans nos analyses, un autre tableau sur des espèces d'images éventuellement autres que l'image mouvement. Mais si cette hypothèse se confirmait, on comprendrait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, puisque c'est l'image mentale qui est intermédiaire entre l'image-action, et non seulement l'image-action, mais l'ensemble des images-mouvements, et un autre type d'image.
Donc, lorsque je dis il faut des transitions entre un type d'image et un autre, cette formule ne peut avoir de sens que entre l'image affection et l'image action. Donc, il était juste de ne réserver une colonne que ici. Ça, c'est le premier point. C'est la première remarque. Deuxième remarque, tout à fait autre, hein, mais on fait une espèce de groupement qui va nous mener. Un tort, vous corrigez, tout ça, je parle par facilité, puisqu'il ne s'agit pas de tort, évidemment non. Ce qu'on pourrait regretter chez Peirce, c'est que il part de l'image ou de l'apparaître. Ce qu'il appelle, vous vous rappelez peut-être, ce qu'il appelle le phanéron, c'est-à-dire l'apparaître, l'apparition, l'image. Mais il ne fait aucune analyse. Et sans doute, s'il ne le fait pas, c'est parce que lui, il n'en a pas besoin. Il ne fait aucune analyse de l'image en tant que telle. Ce qu'il va analyser, c'est la tripartition de l'image. Elle se divise immédiatement, le phanéron, l'apparaître, se divise immédiatement en trois espèces, priméité, secondéité, tiercéité. Tout se passe comme si le phanéron, l'apparaître, l'image, chez lui, était un terme abstrait qui n'avait besoin d'aucune explication. Nous, au contraire, nous avons passé très longtemps à dire mais l'image mouvement, sans doute, va se diviser en des types d'images, mais ça n'empêche pas qu'elle a sa consistance, que l'image mouvement a parfaitement sa consistance en elle-même. Et cette consistance, nous l'avons trouvée dans l'identité de l'image mouvement avec la matière et avec la lumière. Et nous lui avons donné un statut à cette consistance, c'est la variation universelle. En appelant variation universelle le système dans lequel toutes les images varient à la fois, les unes en fonction des autres, sur toute leur face et dans toutes leurs parties. Dès lors, il faut m'accorder que l'image mouvement considérée en elle-même a bien des caractères qui lui sont propres, mais n'a pas de signe propre. Dans l'état de la variation universelle, les images sont à elles-mêmes leurs propres signes, ça va de soi. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune des conditions qui permettent la naissance d'images spéciales qu'on appellerait des signes, des types d'images. Puisqu'il n'y a pas de type d'image, il n'y a pas de signe non plus. En revanche, il a fallu, contrairement à Peirce, dès le moment où nous donnions une consistance à l'image mouvement pour elle-même, à l'apparaître pour lui-même, à la lumière pour elle-même, il a fallu montrer qu'on ne pouvait pas se donner une tripartition, une division de l'image mouvement. Il fallait montrer pourquoi et comment elle se divise. Donc il fallait donner la raison, il fallait suivre le chemin de la division. Nous ne pouvions plus être dans la situation que se donne Peirce, qui constate des espèces de faits logiques, à savoir qu'il y a des faits de priméité, des faits de secondéité, des faits de tiercéité, et puis voilà, et puis si vous n'êtes pas content, c'est comme ça.
Pour nous, il fallait montrer à partir de l'image mouvement par quel processus elle se divise. Et vous vous rappelez, on avait beaucoup insisté là-dessus, l'image mouvement se divise à partir du moment où, au lieu que les images se rapportent et varient les unes par rapport aux autres sur toute leur face et dans toute leur partie, elles varient par rapport à une image spéciale, privilégiée. C'est la constitution de centre dans le monde de l'image mouvement. Les images mouvement se mettent à varier non plus simplement les unes par rapport aux autres, mais elles varient par rapport à une image spéciale qu'on appellera centre. Pourtant, ce centre, pour le moment, n'a rien qui excède le domaine de l'image mouvement. Et je disais, là, c'est par là que Bergson nous était tellement utile, je disais, conformément à Bergson, lorsque les images mouvement sont rapportées à un centre par rapport auquel elles varient, vous voyez, elles ne varient plus les unes par rapport aux autres, elles varient par rapport à un centre, eh bien, j'ai une image perception. Le centre par rapport auquel les images mouvement varient ou sont supposées varier sera un centre de perception. Et puis, je saute, je peux donc ajouter ici centre. Ce centre n'est pas autrement déterminé, d'où la formule de Bergson, qui en quelque sorte là m'est très utile, puisqu'elle vient confirmer l'hypothèse d'une zéroïté, centre d'indétermination. C'est un centre quelconque. Sa seule propriété est de produire cette incurvation des images telle que les images vont varier par rapport à lui. Sinon, il n'a aucune propriété interne. Il a une propriété de situation, on dirait, une propriété de position, pas une propriété intrinsèque. Il a la fonction de centre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne cette fonction de centre? On l'a vu. Vous vous rappelez? Et pourquoi est-ce que c'est un centre d'indétermination? Cette fois-ci, à l'image du centre, c'est déjà substitué quelque chose d'autre. Mais c'est très cohérent. C'est que ce centre, en fait, c'est aussi autre chose qu'un centre. C'est un intervalle. C'est un centre intervalle. Ce qui est centre, c'est un intervalle. Bon. Et c'est quand même pas la même idée. Un intervalle entre quoi et quoi? Et bien, ce qui ne se voyait pas avant dans l'image mouvement. Un intervalle entre un mouvement reçu et un mouvement exécuté. Dès qu'il y a un centre, il y a un intervalle. Dès qu'il y a un intervalle, il y a un centre. Les deux notions sont corrélatives. Centre d'indétermination, intervalle. Et l'intervalle, donc, je le mets où? On n'a pas le choix. Je ne peux le mettre que dans la secondéité. C'est l'image action. C'est l'image action, pourquoi? C'est abstrait tout ça. Je veux dire, c'est abstrait, ça me paraît, je voudrais que ça vous fasse le même effet, ça me paraît à la fois complètement abstrait et complètement concret. C'est-à-dire, c'est des moments que pour moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire on n'a déjà plus le choix. Si on dit où je vais mettre l'intervalle, où vous voulez le mettre, c'est par définition même une forme de duel. C'est même la matrice du duel.
il y a dualité entre un mouvement reçu et un mouvement exécuté. C'est ça que veut dire l'intervalle. En effet, le mouvement exécuté ne prolonge plus le mouvement reçu, il y a un intervalle entre les deux. C'est donc typiquement de la secondéité. Je dirais, lorsque l'image mouvement est rapportée à un centre, elle devient image perception. Et lorsque l'image mouvement est rapportée à l'intervalle, elle devient image action. Or, on a vu que le centre est naturellement intervalle et l'intervalle est naturellement centre. Bon, mais ce n'est pas le même aspect. Donc déjà, j'ai la justification de la distinction des images perception d'un type d'image et des images action. Continuons. S'il y a un intervalle, il y a quelque chose qui vient occuper l'intervalle. Qu'est-ce qui est entre les deux quand il y a deux? Il faut bien qu'il y ait quelque chose entre les deux. Ce qui occupe l'intervalle. Attention, ce qui occupe l'intervalle, mais en le laissant intervalle. Là, les mots nous manquent. Il fallait dire à la limite, si on arrivait à mettre une idée concrète là-dessous, ce qui occupe, mais ce qui ne remplit pas. Ça laisse l'intervalle, c'est-à-dire ça laisse complètement l'intervalle entre l'action reçue et l'action exécutée, entre le mouvement reçu et le mouvement exécuté, complètement. Simplement, ça occupe l'intervalle, comme on dit, ça occupe le temps. On peut dire, j'occupe le temps, mais je ne le remplis pas. Ben, l'image affection, c'est ce qui vient occuper cet entre-deux de l'intervalle, mais ce qui ne le remplit pas. On a vu, alors je veux dire, toutes nos analyses plus concrètes de l'image affection, eh ben, elles ont leur place là. Ce qui occupe l'intervalle sans le remplir. Et enfin là, on n'a plus le choix non plus, même si on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Là, qu'est-ce que c'est? J'ai insisté, la relation, c'est l'acte de l'esprit. Vous me direz, mais il y a de l'esprit ici, déjà, dans une action, il y a de l'esprit. Dans une affection, il y a de l'esprit. Dans une pulsion, il y a de l'esprit. Évidemment, il y a de l'esprit. Mais il n'est pas pris ni considéré pour lui-même. Il est considéré en tant que, par exemple, dans l'image action, l'esprit est considéré en tant qu'il agence des moyens, c'est-à-dire en tant qu'il assure l'originalité de l'action exécutée par rapport au mouvement reçu. Donc, il intervient pleinement, mais pas en tant qu'esprit. Il intervient sous les espèces de la secondéité. Pareil dans tous les autres cas. Tandis que là, avec la relation, c'est l'acte fondamental de l'esprit. Seul l'esprit compare. Bon, c'est son affaire à lui. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un esprit? J'en sais rien. Je dis, on appelle esprit l'instance de comparaison. Comme ça, je ne m'engage pas. Et c'est quoi les relations? Le mental, l'esprit. Supposons que lui, il ne se contente pas, et ce serait très bergsonien de dire ça, il ne se contente pas d'occuper l'intervalle sans le remplir, lui, il vient s'insérer dans l'intervalle.
et il vient remplir l'intervalle. Bergson le dira sous quelle forme, dans une thèse célèbre, d'après laquelle, par exemple, les souvenirs, qui sont pour lui une réalité spirituelle, viennent remplir l'intervalle sensorimoteur. Elles viennent s'insérer dans l'intervalle sensorimoteur, c'est-à-dire dans l'intervalle entre un mouvement reçu et un mouvement exécuté. En revanche, l'affection ne venait pas remplir, elle occupait l'intervalle. Alors, supposons que ça marche, que vous m'accordiez encore tout ça, mais vous n'avez de raison de me l'accorder que si à la fin on tombe sur nos pieds. Je peux dire, eh bien voilà ce qui manquait chez Peirce. C'est une véritable genèse, déjà à partir de laquelle les types d'images sont engendrés en fonction de l'image-mouvement. Et s'il n'a pas réservé une catégorie pour l'image-perception, c'est parce qu'il n'a pas vu la nécessité de cette genèse, parce qu'il n'aurait pas vu ça. Est-ce possible qu'il n'ait pas vu ça? Bon, mais si on se place du point de vue d'un engendrement des types d'images à partir de l'image-mouvement, je dis l'image-perception, c'est l'image-mouvement rapportée à une image fonctionnant comme centre. Voilà. Dès lors, toutes les images varient par rapport à ce centre. Deuxièmement, l'image affection. C'est, non, alors, il faut un ordre logique qui n'est pas le même que celui de tout à l'heure. Deuxième point, l'image action, c'est des images mouvements rapportées à un intervalle impliqué par l'image spéciale, par l'image centre. L'image affection, c'est l'image mouvement rapportée à ce qui vient remplir l'intervalle dans l'image centre, de l'image centre. Non, pardon, à ce qui vient occuper l'intervalle. L'image mentale, c'est l'image mouvement rapportée à ce qui vient remplir l'intervalle. Bon. Voilà, alors on progresse un peu. Si elle est absolument indispensable. Oui. Tu me l'as dit après, hein, parce que là je suis tellement dans. Je sens que je clapote tellement, patauge tellement que si j'ai une question en plus, je craque. Alors, il n'y a qu'un truc difficile à comprendre, c'est finalement cette histoire de l'image-perception et de la zéroïté. C'est elle qui va être décisive s'il est vrai que l'image-perception se poursuit sur toutes les autres. Elle va avoir un rôle fondamental. Mais pourquoi? C'est que l'image-perception, vous vous rappelez, c'est donc l'image-mouvement rapportée à une image spéciale fonctionnant comme centre. D'accord? Mais je veux dire, si on comprend ça, on comprend pourquoi. Tous les signes, dès lors, seront nécessairement, d'une part, de composition bipolaire, d'autre part, de genèse-extinction. C'est au niveau de l'image-perception que ça va se décider, ça, la nature des signes. Et pourquoi? Parce que le système de la perception, c'est donc un système où les images ont comme fini de varier les unes par rapport aux autres sur toute leur face, et ne varient plus que par rapport à un centre d'indétermination. Mais ça n'empêche pas que les deux systèmes ne cessent pas d'être pris l'un dans l'autre.
les deux systèmes de variation, la variation universelle des images en elles-mêmes et la variation relative des images par rapport à une image spéciale, ne cessent d'être pris l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que d'abord, plus le centre se mettra lui-même en mouvement, plus il tendra à restituer le système de variation universelle. Et d'autre part, le système de variation universelle, c'était déjà un système de perception. Et on l'a vu. En effet, dans la variation universelle, il y avait une perception comme exhaustive, égale à toute chose. Je veux dire, une perception dont on ne pouvait pas distinguer objet perçu et sujet percevant, puisqu'il n'y avait pas de centre. Mais l'image mouvement, par exemple un atome, percevait tout et était dit percevoir tout des mouvements qu'il recevait, des mouvements dont il subissait l'influence, et des mouvements qu'il exerçait sur les autres atomes. Donc, chaque atome était déjà perception, et sa perception allait aussi loin qu'allaient les influences qu'il recevait et les influences qu'il faisait subir. On a vu, c'était un système d'universelle perception. Si bien que ce que je peux dire, c'est que c'est le système de la perception qui est bipolaire. Le système de la perception est bipolaire. Sous quelle forme? Il va avoir un pôle objectif et un pôle subjectif. Expliquons-nous. On appellera, pour le moment, on va voir que ça va varier. Du point de vue où nous en sommes pour le moment, on appellera système objectif le système de la variation universelle. C'est le système de la matière. Système objectif de la perception. Toutes les images varient, les unes pour les autres, sur toutes leurs faces et dans toutes leurs parties. C'est là vraiment l'universel clapotement. C'est la matière. La matière et perception. Voilà le premier pôle du système de la perception. Et second pôle du système de la perception, normalement dit subjectif, c'est lorsque, et l'aspect sous lequel les images, en plus ou en même temps, varient par rapport à une image privilégiée qui est dite centre ou sujet. C'est donc le pôle subjectif. Donc l'idée d'une composition bipolaire, elle se forme, mais elle nous est imposée par la perception. Tout comme la notion de genèse nous est également imposée par la perception. Pourquoi? La genèse, c'est la formation même du centre d'indétermination sur le plan des images mouvements, avec comme corrélat que ce centre, il n'est pas éternel, il s'éteindra. En vertu de la communication des deux systèmes, il s'éteindra. Il retournera à la variation universelle.
quitte à ce que d'autres centres se forment sur le plan de la matière. Ce qui revient à dire que nous sommes tous mortels. C'est forcé. Je veux dire, il y a une nécessité de la mort, tout comme de la naissance. Si bien que ce qu'on a trouvé ensuite comme la nature du signe, à savoir être nécessairement signe de composition bipolaire, ou être nécessairement signe de genèse-extinction, c'était imposé par l'image-perception, qui va se continuer sous tous les autres types d'images, si bien que toujours vous allez retrouver le double aspect du signe, composition bipolaire, genèse-extinction. C'est ça le plus dur, parce que maintenant, il n'y a plus que le concret à faire. Le concret, ça va être quoi? Si vous avez compris tout ça, ben, le concret, c'est tout ça. Il faut remplir nos machins, nos bases. Voilà. Alors on commence comme ça. Parfois, ça ira tellement de soi qu'il nous suffira de 3 ou 4 phrases. Parfois, ça fera beaucoup plus de problèmes. Je me dis quel va être le signe de la perception. Signe de la perception de quel point de vue? Quel va être le signe de composition de la perception? Le signe de composition de la perception, il faut qu'il soit, d'après ce qu'on vient de dire, il faut qu'il soit bipolaire, mais de quelle manière? Quand est-ce que je perçois? Qu'est-ce qu'il me faut pour percevoir? Je veux dire, toute perception est finalement double. Toute perception est double, mais seulement elle est double de multiples manières. Pour percevoir, je reprends un texte de Bergson qui m'intriguait beaucoup, là, que je vous ai lu plusieurs fois, dans le premier chapitre de Matière et Mémoire. Il dit, pour passer de l'image-mouvement à la perception, pour passer de la matière à la perception de la matière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évidemment, c'est-à-dire pour passer du système de la variation universelle au système de la variation centrée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord, dit-il, qu'une région d'image-mouvement soit comme isolée. Et il emploie le mot tableau, comme dans un tableau. C'est intéressant parce qu'il ne faudrait pas beaucoup pour que vivre comme dans ou par un cadre. Pareil. Puisqu'en effet, ce qui isole, ce n'est pas le tableau, c'est le tableau compris comme cadre. Il faut donc qu'il y ait un découpage, un cadrage. Ce cadrage, c'est comme, je ne dirais pas qu'il existe par lui-même, mais c'est un élément de la perception. Pas de cadrage, pas de perception. Bon, alors d'après les philosophies, on pourra l'appeler de 1000 façons. Mais si je dis, par exemple, à la manière des phénoménologues, que toute perception implique un horizon, l'horizon, bon, très bien, pourquoi pas. Le cadre, ce sera un horizon, je veux bien. Peut-être que c'est pas bon, peut-être que c'est pas ça, un cadre. Pour l'image de cinéma, il est évident que le cadre, c'est pas un horizon. C'est autre chose, il y a bien un horizon, il n'y a pas d'horizon peut-être dans l'image de cinéma, je ne sais pas, en tout cas le cadre, c'est pas l'horizon. Quoi que ce soit, peu importe, on peut le remplir un peu n'importe comment. Mais je dis, le premier élément de la perception, c'est un cadre. Un cadre qui va isoler une région d'image, de telle manière que
ce groupe d'images isolées puisse varier par rapport à un centre. Pour que des images mouvements ne varient plus que par rapport à un centre, à la limite, il faut bien qu'elles soient en quelque sorte séparées de l'universelle variation. Il faut qu'elles soient encadrées. Le cadre est comme la condition de la perception relative. J'appelle perception relative la perception qui se définit par la relation des images-mouvements à un centre. Donc voilà le premier élément. J'ai un cadre. Il y a toutes sortes de cadres. Sans doute là, je suis en train de parler d'un cadre qui préexiste au sujet percevant et qui va le rendre possible. S'il n'y a pas de cadre, il ne peut pas y avoir de formation de centre. Il faut bien qu'une région d'image soit détachée de ses liens avec les autres. Ensuite, quand le sujet sera né dans le cadre, il aura lui-même ses cadres, suivant l'endroit où il regarde, suivant ce qu'il regarde, suivant l'attention avec laquelle il regarde, tout ça. Mais là, je parle d'un cadre qui est avant les cadres subjectifs. Donc, il s'agit vraiment d'un cadre des cadres, là. Et une fois que j'ai le cadre, alors en effet, c'est normal que le centre naisse à lui-même, de telle manière que les images encadrées, et rien qu'elles, les images encadrées vont varier par rapport à la position du centre. Qu'est-ce que c'est que ce type d'image? Je dis c'est une image double. Si je fais l'union avec ce que je faisais l'année dernière, c'est-à-dire si j'aurais pu, je me dirais, je pourrais faire ça avec, par exemple, en prenant des exemples littéraires ou de peinture, mais si je rattrape avec ce que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire je prends des exemples de cinéma. Bon. C'est le cinéma qui va nous servir de référence. Eh bien, c'est bien connu dans le cinéma. C'est ce que, si vous vous rappelez, lorsque j'ai essayé de commenter Film de Beckett, ce que Beckett appelait la double perception en disant c'est embêtant parce que je m'en fais peut-être une montagne parce que je suis pas technicien du cinéma, mais il disait pour moi c'est très délicat, je ne vois pas très bien comment m'en tirer. Et il sentait qu'en effet tous les gens de cinéma s'en tirent et ça ne cesse pas de s'en tirer, mais il lui fallait comme, ça revenait à dire, dans l'image. Vous remarquerez, je ne parle pas de la perception, on n'en est pas là, c'est l'image-perception. Mais là, dans l'image-perception, la perception est nécessairement double. Pourquoi? Il y a par exemple, et simultanément, ou successivement, la perception de la chambre et d'un personnage dans la chambre. C'est ce que Beckett appelait la perception au œil ou caméra. La caméra saisit la chambre et quelqu'un dans la chambre. Mais elle saisit aussi le quelqu'un en tant qu'il voit la chambre et ce qu'il voit de la chambre. Si le personnage qui est dans la chambre, nous l'appelons conformément au signe de Beckett O, nous dirons qu'il y a nécessairement coexistence d'une perception OE et d'une perception O. La perception OE, elle est définie par le cadre. La perception O, elle est définie par ce qui se passe dans le cadre.
Il faut bien que les deux coexistent. Toute perception à ce niveau est bipolaire. Ce qui coexiste, c'est la perception OE et la perception O. Et Beckett disait comment rendre compte de cette coexistence. Alors il disait, est-ce que je vais faire des surimpressions? Tiens, il donnait un procédé technique pour la surimpression pourrait rendre compte de cette double coexistence. On surimprimerait la perception O sur la perception OE. Il disait non, ça ne va pas. Vous me direz à la limite, on peut toujours accentuer un pôle, donner un privilège à un pôle. D'accord, on peut. Mais ça ne supprime pas le problème. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la coexistence des deux pôles. Comment faire pour, dans une même perception, unir la perception OE, c'est-à-dire perception de la chambre et du personnage dans la chambre, et perception O, c'est-à-dire perception de la chambre par le personnage. Vous me direz, l'image de cinéma, c'est ça. C'est même une de ses bases, j'imagine. C'est du moins une des bases de l'image-perception au cinéma. À la fois, nous voyons la chambre et nous voyons ce que voit le personnage dans la chambre. À la fois, tantôt. Et dans quel rapport? Voilà. Les cinéastes, là, je donne des exemples, ceux qui ont le mieux, ou ceux qui se sont le plus intéressés à ce problème. Il y a tant de problèmes, tous ne s'y intéressent pas. Ils sont bien connus. C'est évidemment une pure perception OE. Ce cadre vide est en attente, il peut se prolonger. Ce qui n'est pas sans réveiller en nous, sans provoquer des affections, si je tiens compte de tout ça. C'est cadre OE. Perception OE. Et puis un personnage arrive, entre dans le cadre. Généralement, donc, vous avez un plan fixe, là. Le personnage arrive, il entre dans le cadre. Et, ne serait-ce que par la direction des regards, vous est donné ce qu'il perçoit, soit par la simple direction des regards, soit par les mouvements qu'il fait, soit encore par le mouvement de la caméra qui peut suivre le personnage. Enfin, mille variétés possibles. Vous avez donc, je pense par exemple, et puis le personnage sort et le cadre reste à nouveau vide. Je ne dis pas du tout que ce soit de la même manière. Si je cherche des exemples, vous trouvez constamment cette situation chez des cinéastes comme Antonioni ou comme Ozu, de deux manières très très différentes. Bon. Vous avez une coexistence de la perception OE et de la perception O. Dans quel rapport doivent-elles être? Évidemment, c'est ça que je dis. Dans quel rapport doit être l'image caméra et l'image personnage? Je veux dire, dans quel rapport doivent être, pour que ça marche bien, pour que ça fasse de belles images du point de vue du cinéma, dans quel rapport doit être l'image cadre, c'est-à-dire la perception de la chambre par la caméra et la perception de la chambre par le personnage. Vous voyez, c'est ça pour le moment, ma double composition. Ma double composition de la perception, c'est simultanéité de la perception caméra et de la perception personnage. La chambre vue par la caméra, la chambre vue par le personnage. Dans quel rapport est-ce qu'ils doivent être? Sûrement dans un certain rapport d'harmonie, qui n'exclut pas le conflit, qui n'exclut pas la dissonance, qui n'exclut pas mille manières.
celui qui a réfléchi le plus, du moins théoriquement, à cette question, c'est Pasolini. Et Pasolini nous disait, à tort ou à raison, peu importe, il faut qu'il y ait une certaine communication entre la perception au œil, il ne parlait pas comme ça, mais je garde ce langage plus commode, entre la perception au œil et la perception au. Il faut qu'il y ait une certaine sympathie, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une certaine résonance entre la perception de la chambre par la caméra et la perception de la chambre par le personnage. Certaine résonance, comment ça? Et en même temps, il faut qu'il y ait une transformation de l'un à l'autre. Oui, puisque la perception de la chambre par la caméra va l'élever à un certain niveau poétique. Bon, chez Antonioni, c'est évident. Chez Ozoul, c'est évident. Bon, très bien. Et c'est là que Pasolini forgeait son idée que si la perception a ainsi une double composition, eh bien, il y a dans le langage, sans rien préjuger des rapports cinéma-langage, il y a dans le langage quelque chose qui est capable de nous faire comprendre cela. Et la forme de langage qui, selon lui, était capable de faire comprendre cela, je l'ai analysé l'année dernière, c'est ce qu'on appelle le discours indirect libre, qui est une formule stylistique très particulière, lorsqu'on fait parler quelqu'un sans le dire. Ce n'est ni du discours direct, ni du discours indirect. C'est pour ça que c'est appelé discours indirect libre. Exemple, elle réunit toute sa force. Elle réunit toute sa force. Elle braverait la mort plutôt que de se rendre. Voyez, elle réunit toute sa force. C'est moi qui parle. Je vois quelqu'un et je dis, oh, il réunit toute sa force. Elle succomberait plutôt que de se rendre. C'est elle qui parle. C'est une drôle de forme. Parce qu'il faut dire qu'il y a discours indirect libre lorsque vous avez un sujet d'énonciation, celle qui réunit toute sa force, mais ce sujet d'énonciation est pris dans un énoncé qui dépend d'une autre énonciation, la mienne. Compliqué ça. J'ai mal fait, elle réunit toute sa force, c'est un peu... elle devint pâle, voilà, ce serait mieux. Elle devint toute pâle. Elle préférerait mourir que de se rendre. Elle devint pâle, c'est une perception ou une énonciation au je la vois devenir pâle. Elle préférerait la mort plutôt que de se rendre, c'est une énonciation au. C'est elle qui parle. C'est elle qui dit « je préfère la mort plutôt que de me rendre ». L'énonciation au est prise dans un énoncé qui dépend d'une autre énonciation au. D'où l'importance de Pasolini lorsqu'il dégageait l'idée d'une image indirecte libre. Vous voyez, par comparaison avec la structure du discours indirect libre, il disait, ben oui, dans le cinéma, vous avez tout le temps des images indirectes libres. À savoir,
On appellera image indirecte libre la coexistence par quelque moyen qu'elle soit obtenue d'une perception OE et d'une perception O. Mais alors je suis très content. Pourquoi suis-je très content? Parce que c'est mon premier signe bipolaire. Là, il est fondamentalement bipolaire. Perception OE, perception O. Et là, bon, je me sens tout padolinien. Appelons ça image indirecte libre. Oui, mais c'est déjà un signe, c'est un signe de composition. C'est quel signe? Alors servons-nous de Peirce. Puisqu'on a obtenu par référence à la proposition au discours indirect libre, nous allons appeler ça un terme utilisé par Peirce, d'ici signe. Mais le mot est bien puisqu'il nous rappelle la référence au discours indirect libre, d'ici signe. Mais, je précise, je prends bien le mot chez Peirce, mais nous lui donnons un autre sens. Car pour Peirce, le d'ici signe, c'était la proposition. C'était la proposition en général. Pour nous, le d'ici signe, c'est l'équivalent d'une proposition indirecte libre exclusivement. C'est un signe bipolaire par nature, le d'ici signe, perception OE, perception O. Cela mettrait en jeu toute une théorie qui serait celle du cadre, et c'est le signe de composition bipolaire de quoi? C'est le signe de composition bipolaire de la perception solide. En effet, le premier pôle de ce signe, le premier pôle du d'ici signe a constitué le cadre. Et le cadre a opéré une solidification des images mouvements, ne serait-ce que parce qu'il a isolé une région d'image de la variation universelle. C'est donc le signe des choses, puisque nous sommes dans la catégorie de la chose en tant que solide. Alors, bon, on n'a plus qu'à se laisser aller, là. Bon, on va... Mais on a vu que si fort que soit l'isolement, la perception est bipolaire encore en un autre sens. Car vous aurez beau avoir obtenu par le cadrage, une isolation presque parfaite, ça n'empêche pas que les autres images, toutes les images mouvements comptent autour du cadre, elles passent dessous. Bien plus. Plus le sujet à l'intérieur du cadre sera lui-même en mouvement, plus il rejoindra sous le cadre le régime de l'universelle variation. En d'autres termes, la perception est bipolaire d'une seconde façon, parce que alors qu'elle traduit la variation d'un groupe d'images par rapport à un centre, premier pôle, elle continue à être travaillée par l'autre pôle, c'est-à-dire le pôle de la variation universelle, où c'est toutes les images qui varient les unes par rapport aux autres. Il me faut un mot pour cette nouvelle image bipolaire. Tout ce que je peux dire déjà, c'est que bien, là on se laisse aller tout seul.
Et pour ceux toujours qui étaient là l'année dernière, ça leur rappelle peut-être quelque chose. Cette nouvelle image, cette fois-ci, c'est plus le signe du solide, c'est évidemment cette fois-ci, ça va être la chose liquide. Ça va être la chose liquide. Bon. Donc la chose liquide, pourquoi? Parce que le liquide, c'est précisément la tendance de la chose, où ça exprime la tendance de la chose à rejoindre l'universelle variation. Dans le liquide, les parties varient les unes par rapport aux autres. Et s'il est vrai que toute perception humaine est solide, c'est une perception solide d'accord, mais qui est travaillée par le rêve de rejoindre une perception liquide qui serait plus juste, plus équitable, plus véridique, car nous savons bien que les solides n'existent qu'à notre échelle. Si bien que le deuxième signe de composition de l'image-perception, ce sera le signe liquide, à savoir l'écoulement de la rivière, ou le rythme de la mer. Et on a vu, toujours si je cherche un exemple de confirmation, à quel point, dans l'école française d'avant-guerre, au cinéma, tous ont vécu, il me semble, cette bipolarité de la perception, qui n'est plus celle du cadre et de ce qui se passe dans le cadre, mais qui est celle d'un état liquide et d'un état solide de la perception. Et que c'était un thème lancinant dans le cinéma de Grémillon, dans le cinéma de Vigo, et à plus forte raison dans le cinéma de Renoir, mais chez lui d'une manière où il va je crois, l'utiliser à d'autres fins. Mais chez Grémillon et chez Vigo apparaissent constamment l'idée d'un double système qui engage la perception et qui engage aussi l'action, etc., puisque ça se prolonge. La perception sur terre et la perception sur l'eau et dans l'eau. Et la perception sur l'eau et dans l'eau est dotée d'un pouvoir de vérité dont la perception sur terre est comme dénuée. Et sur la terre, il y a les attaches, c'est-à-dire les variations limitées, c'est-à-dire il y a toujours le centre, il y a toujours un centre privilégié qui tend à être immobile ou immobilisé, tandis que l'eau, c'est le lieu où le centre devient mobile, à la limite s'annule, se défait, se refait ailleurs, etc., où les attaches se brisent. Bon. Et ça, vous trouvez ça constamment. Pour Grémillon, par exemple, c'est en tant que communiste, Grémillon, je crois qu'il ne vivait qu'une phrase de Marx, à savoir que le prolétariat est fondamentalement séparé de la terre. Pour lui, pour Grémillon, tout métier plonge dans la mer, c'est très curieux. Tout métier plonge dans la mer, pas du tout qu'il soit, même quand il n'est pas maritime. Parce que c'est le statut du prolétariat. C'est le statut du prolétariat d'être hors de la terre. Ce qui ne veut pas dire dans le ciel, on dit, mais et c'est pour ça que le travail du prolétaire participe à une justice qui n'est pas celle de la terre, qui est fondamentalement la terre est fondamentalement injuste. La terre est fondamentalement la chose, n'est pas des classes dominantes.
etc. Mais le prolo, lui, c'est l'eau. Son affaire, c'est l'eau, parce que même sur la terre, il reconstitue. Le travail, pour Grémillon, c'est très frappant, le travail reconstitue fondamentalement sur la terre un élément aquatique. Et chez Vigo, ça apparaît encore plus. La perception vraie, la perception juste. Parce que sur l'eau, on est toujours proche de son centre de gravité. C'est l'idée qu'il y a un mouvement aquatique qui s'oppose au mouvement terrestre. Sur Terre, on est constamment en déséquilibre, parce qu'on est toujours loin de son centre de gravité. C'est le camelot, c'est les artifices, c'est le camelot de la Talente, etc. Mais sur l'eau, alors ça peut ne pas être gracieux quand c'est sur la péniche, on marche comme un crabe, mais on est toujours proche de son centre de gravité, c'est la justice, c'est la vérité. Et quelles que soient leurs différences chez Vigo, Grémillon, Renoir, il y a cette idée d'une justice supérieure des eaux. Et le cinéma français, ce cinéma français, il s'est distingué avant tout, non pas parce qu'il cadrait bien, il cadre très bien, et ça importe peu, mais parce qu'il sait toujours faire qu'il y ait de l'eau qui traverse le cadre. C'est donc une bipolarité très différente. Alors le signe, là, il faut un mot, eh bien oui, ça flue. C'est plus solide, il faut un signe qui renvoie immédiatement à ce pôle liquide de la perception. Appelons-le. Voilà. Il faut un mot, alors le chercher, mais et puis celui-là, je trouve qu'il est parfait parce qu'il est plein d'ambiguïté. Je ne peux pas dire un rhume, parce que vous voyez, j'aurais voulu dire un rhume, puisque d'après le grec, d'après l'étymologie grecque, le rhume, c'est exactement ce qui s'écoule, hein, c'est le flux. Mais enfin, l'usage a trop destiné le mot, mais heureusement, rhume, en grec, dérive d'un verbe ordinaire qui signifie écouler, reuo, et qui a donné le mot dont dérive rhume, reuma. Reuma. Alors, bon, ridicule, appelons ce second signe de composition un rhume. Alors je dirais, bon, bah oui, il y a des rhumes, par exemple, si je prends toujours mes références au cinéma. C'est pas seulement lorsque vous voyez de l'eau couler, bien sûr, quand vous voyez de l'eau couler, c'est un rhume. Évidemment, mais il y a toutes sortes d'autres rhumes. Quand vous voyez le marin marcher sur la terre, par exemple, la démarche inoubliable de Michel Simon dans La Talente, quand il marche sur la terre, et qu'il a l'air de marcher vraiment d'une droite absolument comme un crabe. Bon, ça c'est un rhume. Bon, la surimpression, ça va c'est des choses toutes simples que je dis, la surimpression de la tête de la femme aimée dans l'eau, procédé que vous retrouvez chez Epstein, que vous retrouvez chez Vigo, etc. Tout ça c'est des trucs qui hantent l'école française. C'est curieux parce qu'on n'est pas tellement marin que ça. Leur cinéma, c'est un cinéma profondément fluvial, maritime. Bon, et pour des raisons qui sont pas liées, encore une fois, je crois, pour des raisons qui est leur conscience de gauche, leur conscience prolétarienne. C'est très très bizarre. Même le métier d'une femme, quand Grémillon parle du métier d'une femme, comme par hasard, c'est une femme médecin, médecin de qui, médecin pêcheur. Il faut toujours qu'il y ait un horizon, c'est l'origine du travail. À la limite, il faudrait presque penser que Virilio et Grémillon s'entendent très bien. Je ne sais pas si... quand Virilio a de très bonnes pages dans Vitesse et politique, où il explique que l'origine du prolétariat est marine. Que c'est dans l'industrie de mer, dans l'industrie maritime et dans les navires de guerre que s'est fait la première organisation du prolétariat. Pas... Oui. Ouais. Le prolétariat, le premier prolétariat, c'est un peuple de la mer, c'est des forçats de la mer. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben, j'ai l'impression qu'à sa manière, si vous voulez, Grémillon retrouve ça. Bon, alors on appelle ça des rhumes. Immédiatement, c'est une manière, vous voyez, vous vous rappelez peut-être, si vous avez bien appris par cœur votre classification de Peirce,
que Peirce parle à un moment, il a un signe, lui, qu'il appelle le rème. Mais, là, j'insiste pour que je n'ai pas confusion, le rème, ça n'a rien à voir avec un rhume. Là, absolument rien. Parce que le rème, je dis ça parce que Pasolini fait une confusion qui me paraît très très curieuse. Pasolini, il dit, à moins que ce soit dans la traduction, il faudra que tu regardes, il faut que je te vois là-dessus, dans le texte italien. Dans la traduction, si c'est que le traducteur, il y a un contresens étonnant. Parce que Pasolini, qui connaît bien Peirce, intitule un de ses chapitres de l'expérience hérétique, le rème, comme l'écrit Peirce. Et la traductrice donne la définition correcte du rème de Peirce, jusque-là ça va, et ajoute que l'étymologie, c'est écoulement. En fait, c'est un contresens très fâcheux, parce que ça n'a strictement rien à voir. Rème dérive d'un verbe irrégulier grec qui signifie dire. Et le rhéma, c'est le mot. Et Peirce le prend exactement comme ça. Rhume dérive d'un tout autre verbe qui n'a rien à voir et qui signifie s'écouler. Et le rhéma, c'est l'écoulement. Donc il n'y a absolument rien à voir. Or, il y a dans le texte français de Pasolini, alors plus de la traductrice simplement, un moment où il dit « le plan au cinéma, nécessairement, donne l'illusion de s'écouler. C'est pourquoi je l'appelle un rème. » Vous voyez, ma remarque n'a aucune importance. Si il faudra donc... Tu l'as, l'expérience hérétique en italien? Regarde, hein. C'est l'avant-dernier chapitre, je crois. Regarde ça. Ou bien il a fait une faute volontairement, c'est pas exclu de Pasolini, ou bien il l'a fait involontairement parce qu'il écrivait vite, là, ce serait très fâcheux, mais il faut que je sache ça. Ou bien alors, le texte italien et autres, et c'est un contresens de la traductrice. Oui. En tout cas, donc, c'est pas du tout un rêve au sens d'un mot, c'est un signe d'écoulement, donc, qui peut très bien apparaître sur un fond absolument solide, comme encore une fois la démarche sur Terre de Simon dans l'Atalante, hein, et on voilà un religion. Donc, les deux signes répondent à chose solide, chose liquide, et tous les deux sont bipolaires, puisqu'il va de soi que le rhume, le signe liquide, ne vaut que dans sa complémentarité avec le solide dont il s'échappe. Donc il y a autant de bipolarité dans le rhume qu'il y en avait dans le dissicigne. Donc voilà mes deux premiers signes, dissicigne et rhume. Et enfin, vous voyez que c'est l'image-perception qui nous impose par son analyse l'idée que tous les signes vont être bipolaires. Puisqu'ensuite, dans la mesure où elle se continue, tous les signes de composition vont être bipolaires. Dans la mesure où elle se continue sur toutes les autres images, il faudra bien trouver une bipolarité. Alors, du coup, bon, signe de genèse, puisqu'on l'a montré assez, il ne nous suffit pas d'un signe de composition, il nous faut un signe de genèse. Genèse de quoi? Eh bien, genèse de l'image-perception dans sa double composition. Il faut qu'un signe nous montre, nous donne la genèse de l'image-perception en tant qu'elle est justiciable des signes de composition précédents, des signes de composition bipolaires. Il faudra donc un signe de genèse plus profond que le signe de composition. Donc je suis sûr d'avoir au moins un troisième signe. Quel est-il? Le signe génétique de l'image-perception. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler un signe génétique de l'image-perception. À quelles conditions il devrait répondre? Il me semble à la condition suivante. Il serait artificiellement immobilisé.
Mais pourquoi? Pas d'une immobilité quelconque, d'une immobilité qu'on pourrait appeler à la limite d'une immobilité différentielle, c'est-à-dire d'une immobilité comprise comme mouvement infiniment petit, ou plutôt immobilité comprise comme variable de tous les mouvements possibles. Immobilité comprise comme variable de tous les mouvements possibles, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aussi bien des mouvements de la variation universelle que des mouvements de la variation limitée. En d'autres termes, ce signe, ce serait bien un signe génétique, ce serait une différentielle du mouvement. Donc, ce serait en fonction de lui que le mouvement pourrait varier, c'est-à-dire passer d'un de ses pôles à l'autre. Premier type de variation. Passer du pôle variation universelle au pôle variation limitée et inversement. Deuxième type de variation. Prendre de la vitesse ou diminuer de vitesse. Accélérer, ralentir. Tout à l'heure, j'avais l'idée d'une troisième variation, mais peu importe, vous en ajoutez autant que vous voulez. Elle m'a échappé. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Une telle différentielle du mouvement, c'est-à-dire une matrice du mouvement qui fait comprendre la variation des mouvements, la variation qualitative des mouvements, variation universelle ou variation limitée, tout comme leur variation quantitative, accélération, retardement, etc. Nous l'appelons un gramme ou un engramme. Un gramme ou engramme. Bon, bon. Et en effet, l'application au cinéma est immédiate. Si je prends toujours le cinéma comme système de référence, c'est ce qu'on appellera dans le cinéma, ce qui n'est pas la même chose qu'une photo, ce qu'on appellera un photogramme. Le photogramme, c'est le gramme ou l'engramme cinématographique. Et en effet, un photogramme, c'est quoi? C'est bien une différentielle à partir de laquelle le mouvement peut prendre telle ou telle nature et telle ou telle vitesse. Et l'appréhension du photogramme en tant que tel ne se fera pas par la photo, mais elle se fera par quoi? Par une méthode célèbre dans le cinéma expérimental, je ne dis pas seulement par ça, le clignotement. Le clignotement va nous donner la différentielle du mouvement. Et le fameux montage clignotant du cinéma expérimental vous le trouvez parfois utilisé chez d'autres, par exemple chez Zimmermann ou chez Godard. Mais enfin, je crois qu'il a été constitué et particulièrement développé dans le cinéma expérimental. Ce montage clignotant, ce photogramme clignotant, c'est l'engramme ou le gramme, c'est-à-dire c'est le signe de genèse de l'image-perception. Et je pourrais dire en effet l'image-perception, et non pas composée. Elle n'est pas composée de photogrammes. Elle est engendrée par le photogramme clignotant. Et alors, évidemment, là on est tout près, la genèse ou l'extinction. Est-ce qu'il y aura un signe d'extinction particulier? Peut-être, j'en sais rien, alors, je ne sais pas. Peut-être, c'est quoi ça? Le gramme, le photogramme, etc., on l'a vu l'année dernière, ce serait ce qu'il faudrait appeler
un état, la genèse de la perception, ce serait quoi? Ce serait comme un état gazeux. C'est la chose en tant que gaz, cette fois-ci. Et tout le cinéma, enfin, une partie du cinéma expérimental a fondamentalement un modèle gazeux. En quoi c'est lié à l'image-mouvement? Considérez ce que vous avez appris quand vous étiez petit, théorie cinétique des gaz. Théorie cinétique des gaz, puisque l'état gazeux se définira par le parcours d'une molécule entre deux chocs. Nous sommes en plein dans l'image-mouvement. Seulement, c'est précisément la perception gazeuse qui a engendré la perception dont nous jouissons, et on pourrait redescendre la montée que nous avons faite, c'est-à-dire du gazeux au liquide, du liquide au solide. Est-ce qu'il y a un signe d'extinction? Si j'en reste au cinéma expérimental, faites brûler un photogramme. Vous aurez un signe d'extinction. Mais est-ce que c'est un signe original par lui-même? Beaucoup de films expérimentaux nous font assister à cette espèce de sacrifice suprême, le brûlage du photogramme. Bergman l'a repris dans une scène célèbre, le photogramme qui brûle. Mais peut-être qu'il n'y a pas lieu de chercher un signe d'extinction particulier, tellement la genèse, là, a atteint un niveau différentiel, tel que son évanouissement ou son apparition se confondent. Et dans le clignotement, il me semble qu'il y a identité de l'apparaître et du disparaître. Dans ce cas-là, j'aurai trois signes. Je dirais que les signes de perception, qui renvoient bien à la zéroïté maintenant, je crois avoir tout justifié quant aux signes de perception, comportent le dicicime, le rheum et le gramme, ou l'engramme. Vous pouvez encore un petit peu, ou... Je fais encore le suivant parce que ça va tout seul, le suivant, vu que vous le savez en partie. Puisque j'avais essayé, là, il me semble, avant les vacances de... Là, ça va aller beaucoup plus simple. Je justifie plus le passage, encore une fois, et comment ça, j'ai trop traîné là-dessus. Dans l'image affection, je ne suis plus dans le domaine de la chose, je suis dans le domaine de la qualité ou de la puissance. Et là, bon, eh bien, qualité, puissance, mais quel va être le signe de l'image affection? C'est-à-dire, comment est-ce que je saisis une pure qualité ou une pure puissance? Comprenez le problème? Puisqu'il y a image-affection lorsque la qualité et la puissance n'est pas encore considérée comme actualisée dans un état de chose. En effet, dès que la qualité ou la puissance est considérée comme actualisée dans un état de chose, je suis dans le domaine de l'image-action. C'est-à-dire, je suis dans un milieu réel, dans un espace-temps déterminé, dans lequel des personnages agissent et réagissent. Donc, je ne peux parler de qualité-puissance pure que si je les considère indépendamment de leur actualisation dans des milieux déterminés ou dans des états de choses. Mais alors, où est-ce que je vais trouver ça? On l'a vu. On l'a vu. Il faut dire, je le trouve lorsque je me trouve devant une qualité-puissance exprimée par un visage et que je ne considère que comme exprimée par un visage. En effet, pourquoi un visage? J'ai essayé de l'expliquer l'année dernière. C'est que le visage, c'est précisément ça, le sens du visage. C'est qu'il convertit les mouvements de translation en mouvements d'expression. Donc par là même, il vient expression d'une qualité-puissance, indépendamment de la question de savoir si cette qualité-puissance est effectuée dans un état de chose. C'est par là que le visage peut être mensonger. Sinon, il n'y aurait pas de mensonge possible. On ne ment pas sa tête, quoi. Oui, il n'y aurait pas de mensonge possible s'il n'y avait pas cette capacité du visage d'exprimer des qualités-puissance à l'état pur. Donc je dis qualité-puissance exprimée par un visage
ou ce qui revient au même, un équivalent de visage, n'importe quoi peut servir de visage. Quand je brandis le poing, je fais de mon poing un visage. Lorsque je tape sur quelqu'un, je ne fais pas de mon poing un visage. Hein. Mais lorsque je brandis le poing en disant « je fais de mon poing un visage ». Bon. Ou bien une proposition. On pourrait dire qu'une proposition, alors quelconque, au sens d'un disciple de peur, cette fois-ci, pas d'une autre, une proposition quelconque est un visage, un équivalent de visage, pas à tous les égards, par rapport à ce qu'elle exprime, pas par rapport à ce qu'elle signifie, pas par rapport à ce qu'elle désigne, mais par rapport à ce qu'elle exprime, c'est un visage, si elle exprime quelque chose. Bon, en tout cas, voilà. Je dis, une qualité puissance en tant qu'exprimée par un visage ou un équivalent de visage ou une proposition. C'est quoi? Appelons ça icône. Le signe est un icône. Le signe de l'image affection est un icône. Une icône, je ne sais plus. Une icône, hein, est une icône. Je ne sais pas, je vérifie chaque fois dans le dictionnaire, dans le Larousse, et je me trompe chaque fois. Alors, parce que j'oublie, vous êtes sûr? Une icône, c'est religieux. Et sinon, c'est un icône? Enfin, un ou une, hein, vous vérifiez. Alors, c'est icône. Hein, c'est icône. Vous remarquez que c'est un terme que vous trouvez dans la classification de Peirce. Vous remarquez aussi que nous l'employons en un sens complètement différent. Car pour Peirce, icône, c'est un signe qui est pris dans un rapport de ressemblance avec son objet. C'est un signe qui a donc un rapport qualitatif avec son objet. Nous ne disons absolument pas ça. Nous définissons icône, il me semble, d'une manière beaucoup plus précise, pas meilleure, mais beaucoup plus précise pour les besoins de la cause, à savoir, nous appelons exclusivement icône une qualité puissance en tant qu'appréhendée à l'état pur, c'est-à-dire en tant qu'exprimée par un visage ou un équivalent de visage, puisque ça me paraît être la seule manifestation de la qualité puissance à l'état pur. Ah bon, mais alors, on croit que c'est bipolaire. Il y a en effet deux pôles de l'icône. Ou bien le visage expressif est saisi comme contour qui réfléchit, je ne reviens pas là-dessus, et l'on parlera de icône de contour, ou bien le visage est saisi, le visage expressif est saisi comme ensemble de traits qui se succèdent l'un l'autre, comme ensemble de traits qui sont comme emportés hors du contour, emportés par l'affect, par l'affection qu'ils expriment, emportés, arrachés au contour. Vous voyez que c'est un peu comme si je disais, ça répond assez à la distinction que je faisais tout à l'heure entre dicissigne et rhume. Le rhume, c'était l'état solide, c'était l'état liquide qui emportait la chose à travers le cadre. Là maintenant, j'ai des icônes de traits qui emportent les traits du visage en dehors du contour. Et puis j'ai au contraire des icônes de contour, les plus tendres peut-être, mais pas forcément, il y a des méchancetés. Alors il y a de froides méchancetés terribles qui sont des méchancetés de contour. Terribles. Terribles. Bon. Des méchancetés de réflexion. Donc j'ai des icônes de contour et des icônes de traits. Bon, là, si l'on cherchait des exemples de référence, eh bien oui, on s'en est occupé l'année dernière, c'est le gros plan au cinéma, le gros plan visage, et le gros plan visage montre bien cette dualité de pôles, et notamment la différence et la manière dont un même grand cinéaste passe de l'un à l'autre,
mais en même temps a toujours son privilège, sa préférence. C'est évident que Griffiths a une forte préférence pour le contour. Le visage chez lui est réflexif, même quand il passe par les émotions les plus fondamentales. Il y a toujours, chez les femmes malheureuses de Griffiths, il y a toujours un air de « mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Pour quelle raison ?» Une espèce d'étonnement, d'affreux étonnement. Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? C'est ça qui font leur charme. Quand elles sont battues, martyrisées, tout ça. Je dis ça parce que je viens de voir le lys brisé, il n'y a pas longtemps, le lys brisé, où il y a, vous savez, la fameuse jeune fille qui ne savait pas sourire. Alors, lorsque son père, là-bas, son père alcoolique, évidemment, la route coupe, il lui ordonne en même temps de sourire. Il dit, souris, espèce de garce, salope, etc. Et elle ne sait pas sourire, puisqu'elle n'a jamais eu l'occasion de sourire. Donc elle ne sait pas sourire, son visage est pur contour réfléchissant. Mais pourquoi il me fait ça, mon père que j'aime, hein? Et alors, avec ses doigts malhabiles, elle forme un sourire. Et merveille, ça reste. Ou bien on lui a mis une espèce de gélatine, ou bien elle l'a appris, mais alors elle se dessine un sourire qui est une espèce de sourire réflexif mortuaire. Enfin, toute personne bien constituée pleure à ce moment-là. Au contraire, les gros plans Eisenstein sont célèbres pour enchaîner comme il dit lui-même, le chagrin monte. Le chagrin monte et se mue en révolte. Alors il y a des traits de visage qui succèdent, dont aucun n'appartient à un contour. C'est des visages successifs différents, hein, où chaque trait enchaîne avec un trait et monte une échelle d'intensité. Là, vous avez typiquement chez Eisenstein des icônes de traits. Bon, et puis on pourrait... Et tout ça, on l'a vu l'année dernière. Mais voilà, j'ai donc bien, là aussi, ma bipolarité. J'ai les deux. Icône de trait, icône de contour, icône de trait. Et qui correspond vaguement à ma distinction, là donc tout va bien. Mais, signe génétique de l'image affection. Nous faut un signe génétique. Signe génétique de l'image affection, ben là aussi je vais plus vite parce que ça aussi on l'a vu l'année dernière, il y a beaucoup de choses qu'on a vues là-dedans. Et je fais ce regroupement parce qu'il m'est bien nécessaire pour moi. C'est pour me persuader que ça marche. Vous comprenez, encore une fois, je crois que j'ai essayé de le redire là, dans les vacances. Le visage, c'est quand même un gros procédé. C'est gros. C'est très gros, un visage. C'est pas fin, c'est pas moléculaire, un visage. Même les traits, c'est plus fin que le contour. Le contour, ça va pas très loin, tout ça. Hein. C'est de la grosse émotion, c'est-à-dire c'est de l'émotion qu'il faut qu'on repère immédiatement. Dès que c'est un peu ambigu, le visage vous laisse sur votre faim, vous ne savez pas. Il y a des airs, ah mais qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qu'il veut me dire? À part la grosse colère, la grosse gentillesse, tout ça, c'est des grosses unités, le visage c'est une grosse unité d'expression. C'est pas une unité moléculaire d'expression. C'est donc pas une unité génétique. Il y a des problèmes. Parce que tous les signes concrets que je pourrais analyser, est-ce qu'ils n'ont pas plusieurs aspects? Il y a bien un aspect dans lequel le feu vert est un qualifié. Et c'est pas étonnant, puisque finalement tout signe a une tiercé. Et aussi dans le feu vert, le vert ne vaut pas simplement par sa qualité. Le vert, il vaut en tant qu'effectué dans un état de choses. Le rond dans un poteau avec un autre feu qui lui sera rouge. Enfin, c'est un léger signe. Un signe étant donné, vous pouvez toujours vous demander qu'est-ce qu'il est en premier lieu, mais aussi à quels autres types de signes participent.